Le Maroc est un pays avec une situation géographique d'une altitude entre 22 degrés et 36 degrés nord et une longitude entre 1 degré et 14 degrés ouest. Localisé dans la pointe nord-ouest du continent africain, ses deux tiers sud est influencé par le craton ouest africain d'âge précambrien qui est stable depuis l'orogénèse héburienne et s'étend jusqu'à la Côte d'Ivoire. Le reste du pays se distingue par des phases orogéniques qui continuent leur activité jusqu'à l'actuel. Le Maroc alors est limité géographiquement par deux limites marines. L'Atlantique à l'ouest, qui se caractérise par un rift médio-océanique résultant des mouvements de divergence entre la plaque américaine et la plaque africaine et la rotation de celle-ci vers le nord, ce qui conduit alors à une convergence alpine entre l'Afrique et l'Europe encore active. Limité au nord par la mer Méditerranéenne, zone d'archivage des différentes cicatrices de la distension, ouverture de Titis d'une part, et les marqueurs de la première collision entre les deux plaques africaines et eurasiennes d'autre part, qui est responsable de la formation des reliefs du détroit de Gibraltar au Jurassique. Ce détroit présente un passage de 14 km entre le Maroc et l'Espagne. L'Atlas. L'Atlas est composé du Moyen Atlas au nord, du Haut Atlas au centre et de l'Anti-Atlas au sud du pays. Ces trois chaînes sont placées sur un axe sud-ouest-nord-est. L'Anti-Atlas saharien est un massif ancien se prolongeant de l'est à l'ouest avec une altitude variant de 1000 à 2000 mètres. Formé de plateaux désertiques rocailleux, de plateaux de galets qu'on appelle règues ou couverts de sable, nommés ergues, de dépressions fermées comme les sapras, ou de plateaux dont l'altitude est inférieure au niveau de la mer de moins 40 à moins 50 mètres, comme l'ergue de Chebi. À proximité de la frontière algérienne, est la plus vaste étendue de sable à l'intérieur du Maroc. Certaines de ces dunes peuvent atteindre des hauteurs considérables jusqu'à 200 mètres. Le Haut Atlas est une succession de massifs montagneux larges de 80 km, remontant vers le nord-est sur une longueur de 700 km. On y trouve une succession de plateaux de haute altitude, de massifs hauts et anciens où se trouve le Jebel Toubkal, culminant à 4165 mètres d'altitude, et des montagnes calcaires plissées très arides à l'est. Bordées par des plaines des deux côtés comme celle du Haouz et du Souss, et Ouarzazate qui donne sur le désert. Le Moyen Atlas est composé de plateaux calcaires à l'ouest à 2100 mètres d'altitude, des plateaux volcaniques et les plateaux de la Moulouya, et d'un système plissé à l'est qui forme ces montagnes avec des altitudes dépassant les 3000 mètres. Le point le plus haut est le Djebel Bounasser qui culmine à 3356 mètres. Les montagnes ou Djebel du Rif bordent la Méditerranée. Le plus haut sommet du Rif atteint 2456 mètres d'altitude et il a pour nom Djebel Tidrin. Le Rif propose des surfaces variées selon les altitudes de ces régions. La chaîne du Rif constitue l'ossature du domaine géologique rifin. Vers le nord ou le nord-est,
Elle plonge directement dans la Méditerranée par une côte généralement rocheuse. Vers le sud ou sud-ouest, elle s'abaisse insensiblement vers le domaine des collines prérifènes, elle-même bordée par un avant-pays plat à l'ouest. La plaine du Rab, qui donne sur la côte atlantique, et le plateau du Seis, entre les villes de Meknès et Fès. Les unités internes du domaine rifin sont en grande partie immergées sous les eaux de la Méditerranée. La meseta. En général et d'un point de vue géographique, la meseta marocaine correspond au sens strict aux plaines et plateaux atlantiques. Mais on peut y adjoindre les hauts plateaux du Maroc oriental qui se prolongent en Algérie par la meseta oranaise. Le climat au Maroc est influencé par 4 facteurs géographiques: océanique, méditerranéenne, puis l'influence des montagnes et le désert. Cette diversité est à l'origine de 7 sous-zones climatiques. Au nord, on distingue la côte méditerranéenne et le Rif qui se caractérise par un climat typiquement méditerranéen. En allant de Tanger à El Jadida, on a les plaines atlantiques nord qui se caractérisent aussi par un climat méditerranéen mais avec l'influence océanique. Au niveau du Moyen et Haut Atlas, on distingue un climat montagnard dans la partie centrale, puis un climat à influence méditerranéenne et océanique dans le versant nord et dans le versant sud un climat à influence saharienne. Les plateaux intérieurs de Fès à Marrakech, là où l'influence continentale donne naissance à une zone semi-aride et une autre humide. De Doukkala au bassin de Sousse, climat montre une aridité croissante vers le sud en raison d'approchement du domaine saharien. Anti-Atlas et les vallées pré-sahariennes, climat sous influence montagnarde. Et enfin un climat purement désertique dans le domaine saharien. L'association des différents domaines morphostructuraux, sa position géographique destin et son climat qui est généralement aride à semi-aride, le Maroc présente une diversité de paysages très importante. On peut citer les vallées comme paysage fluviatile, le littoral avec des différents types de côtes, les oasis qui représentent les poumons des zones arides, les montagnes comme archives des différentes orogénèses, les ergs erg comme forme de désertification, les hmadas comme plateaux rocailleux surélevés des zones désertiques et les zones humides représentées par différents types de paysages. Cette érosion, avec d'autres processus, donne des formes du relief et du modelé. L'ensemble du modelé constitue un système morphogénétique. Ce système d'érosion est défini comme étant une association organique de processus dont les actions se combinent entre elles pour sculpter et modeler le relief. On note que le climat constitue le facteur déterminant dans la dynamique sédimentaire, aidé par d'autres agents contribuant à désagréger les reliefs et à les décomposer chimiquement. Parmi ces agents, on cite, premièrement, l'action de la chaleur et du froid, autrement dit, la variation de la température dans différentes zones. Deuxièmement, l'action des vents, qui est l'érosion éolienne, connue par deux processus, la corrosion et la déflation.
Troisièmement, l'action de la pluie, qui se fait par ruissellement et infiltration. Et enfin, l'action des glaciers. L'association de ces processus entraîne au cours du temps de profondes modifications des formes terrestres par altération, désagrégation et dissolution des roches, divers agents et mécanismes de transport, accumulation et dépôt des produits de l'érosion. La géomorphologie peut être définie comme la science qui décrit et explique les formes du relief terrestre. En ce sens, cette discipline se situe à l'interface entre la géographie et les sciences de la Terre et joue un rôle important dans les procédures d'aménagement du territoire et des paysages, que dans la prévention des dangers naturels ou la prospection des ressources naturelles. L'objectif principal de l'analyse géomorphologique est de comprendre comment les formes du relief sont nées et comment elles ont évolué au cours du temps. En d'autres termes, il s'agit de reconnaître quels sont les processus responsables de la formation du relief ou bien morphogenèse. L'analyse de l'origine des formes prend en général en compte trois groupes de facteurs principaux: les facteurs endogènes, exogènes et anthropogènes. Pour expliquer les formes des reliefs, il faut tout d'abord comprendre les mécanismes de leur formation. Prenons l'exemple des roches sédimentaires. La structure physique de ces roches dépend de l'agent de l'érosion qui leur a donné naissance, du relief et du climat. Par exemple, des saisons contrastées plus des pentes fortes donnent surtout des conglomérats. Un couvert végétal, quand il est associé à des pentes faibles, donne plutôt des argiles et des sables. Et dans une zone plane et humide, on aura dominance des marécages avec des sables très fins et de la vase. La composition chimique des roches est étroitement liée au climat. En période chaude et humide, on aura hydrolyse et formation d'argile. En climat aride, on aura précipitation d'évaporites dans les lagunes ou sépras. Dans les eaux chaudes, on aura précipitation de calcite et formation de calcaire récifaux. Les roches, après leur formation, ont des formes très variées, qui sont transformées par plusieurs processus, tels que l'entassement, la compression, la diagenèse et les transformations superficielles, comme la consolidation des dunes ou la formation des croûtes calcaires. L'assemblage de ces formes donne à chaque fois des reliefs spécifiques, qui seront modelés et donneront les paysages géomorphologiques observés actuellement. La biorexistasie est un terme créé par Henri Erard à partir de deux termes, biostasie et rexistasie, et qui servent à désigner deux états des conditions des sols. La biostasie est un état d'équilibre atteint par le sol, la végétation et le climat, quand le sol porte depuis longtemps une forêt ayant atteint son plein développement. La biostasie se caractérise par des précipitations abondantes et régulières, offrant un climat stable et un sol couvert de végétation, qui s'appauvrit lentement par dissolution chimique de ses constituants ou par soustraction de ses particules les plus fines. Les eaux profondes sont alors alimentées par des boues calcaires ou des argiles. Durant la phase de rexistasie, le climat devient sec, entraînant la dégradation de la végétation. Quand ceci est associé à des précipitations irrégulières et orageuses, cela entraîne une forte érosion des sols et donne une sédimentation détritique grossière. Nous aurons donc une morphogénèse intense durant cette période.
La phase entre ces deux termes, biostasie et exystasie, est appelée une crise morphogénétique. Et c'est la période où nous avons le maximum de destruction du système morphogénétique. Le relief résultant de la dynamique interne va subir un modelage par les différents paramètres de la dynamique externe, qui sont l'altération, l'érosion, le transport et la sédimentation. L'ensemble des processus physiques, chimiques et biologiques qui aboutissent à la dégradation des roches en surface est appelé altération. On distingue l'altération physique qui est la fragmentation de la roche sans modification de sa composition chimique et minéralogique, soit par la variation de température. On parle de la thermoclastie. Un cas particulier de la thermoclastie qui consiste à l'intervention des phases solides et liquides de l'eau, c'est la cryoclastie, qui donne comme résultat l'éclatement de la roche sous l'effet du gel des gels. L'haloclastie, c'est l'effet de la pression générée par la cristallisation du sel dans les pores de la roche. Le développement des racines peut entraîner l'agrandissement des fissures au sein des roches et faciliter leur altération. Les racines peuvent également favoriser l'altération chimique. Ce type d'altération qui, contrairement au premier type, favorise la modification de la composition chimique et minéralogique de la roche-mère. L'eau est le principal agent de l'altération chimique par les réactions de dissolution et d'hydrolyse qu'il génère. En plus de l'eau, on a d'autres mécanismes d'altération chimique comme l'oxydation. Les débris et les particules issues de l'altération vont être enlevés par le phénomène d'érosion. On distingue différents types d'érosion. Éolienne attaque les roches en enlevant les particules sous l'action du vent. L'eau est le responsable de l'érosion hydrique. Par exemple, les cours d'eau creusent peu à peu les vallées en V, surtout là où le courant est rapide et le débit est important. L'arrachement du bloc, qui est provoqué par le mouvement du glacier et aux alternances gel-dégel en base du glacier, c'est l'érosion glaciaire. L'homme lui aussi exerce des activités qui dégradent le relief et le sol. On parle d'érosion anthropique, qui résulte d'une surexploitation du milieu et une destruction du couvert végétal. Les roches altérées et érodées produisent de nombreux blocs et particules qui vont être transportés. On distingue plusieurs types de transport. Éolien, c'est le vent qui transporte les particules selon 3 modes. La reptation. Les grossiers se déplacent par roulement ou glissement à la surface du sol, sous l'effet de la poussée du vent ou des impacts des autres particules. Les particules de taille moyenne se déplacent par bonds successifs, c'est la saltation. Et les particules très fines sont transportées en suspension dans l'air, souvent sur de très grandes distances. L'eau, elle aussi transporte les particules, soit en suspension ou par saltation ou bien roulement. On parle du transport hydrique. Et enfin, la glace qui s'écoule comme un fluide visqueux transporte des matériaux dont les éléments ne sont pas usés par des séries de chocs entre eux, mais ils peuvent être broyés. L'atténuation de la vitesse des agents de transport arrivant à une zone de dépression donne la chance à la dominance de la gravité terrestre sur les éléments. Leur accumulation dans le fond donne naissance à des épaisses couches sédimentaires. Les dépôts peuvent être détritiques en milieu marin ou continental, ou en solution, ce qui donne les évaporites et les carbonates. Le gel et l'eau, c'est l'érosion.
Ce phénomène est défini comme étant un processus de dégradation et de transformation du relief et des roches. Il se caractérise par un cycle appelé cycle d'érosion, modèle de Davis. Ce cycle comprend une longue phase d'érosion à laquelle succède un brusque rajeunissement. La phase d'érosion se fait selon 3 stades. Le premier, c'est le stade de la jeunesse, caractérisé par des pentes fortes, une rapidité de l'érosion. Les lits, les cours d'eau et les versants subissent une forte érosion. Le deuxième stade, c'est le stade de la maturité. À cette étape, le cours d'eau commence à éroder latéralement, élargissant la vallée et créant par ses dépôts une plaine d'inondation. Le troisième stade, c'est le stade de la vieillesse, appelé encore phase de sénilité. C'est lorsque le profil du cours d'eau se régularise et l'érosion devient lente à cause de la diminution de la pente. À la suite de cette évolution, la diminution de la pente continue en obtenant à la fin un stade de péniplaine, qui est le résultat du cycle d'érosion. Le cycle de Wilson correspond aux différentes étapes qui mènent de l'ouverture et de l'apparition d'un océan à sa fermeture et à sa disparition. La première étape est le rifting ou la déchirure continentale. Le rifting est le préalable à une expansion océanique. Il prend place en réponse à une anomalie thermique dans le manteau sous-jacent, dont les causes sont diverses, comme une remontée magmatique ou un point chaud. La deuxième étape est celle de l'océanisation. La création de la croûte océanique commence par une forte activité volcanique dans l'axe du rift, qui va mener à la formation d'une dorsale océanique et par la suite un océan mature. En vieillissant, les plaques peuvent devenir plus denses par refroidissement. Elles peuvent alors s'enfoncer dans le manteau dans les zones de subduction, ce qui constitue la troisième étape, la convergence. Et on passe alors à la quatrième étape, celle de la collision. C'est le stade de fermeture océanique avec une ou plusieurs zones de subduction et développement de marge continentale. C'est le stade ultime avec développement d'une orogénèse marquée par une suture ophiolitique témoignant du domaine océanique disparu. Et durant la dernière étape, la boucle du cycle est fermée et on se retrouve avec un craton continental stable. Le travail de l'érosion est pratiquement achevé avec présence d'une vieille chaîne pénéplanée prête pour une nouvelle aventure. Donc, un cycle orogénique est un ensemble de phases orogéniques qui peuvent être mineures ou majeures, avec un ensemble de phases d'érosion défini comme un cycle d'érosion. Le domaine anti-atlantique et saharien est localisé au Grand Sud marocain. Ce domaine est caractérisé par un socle précambréen d'âge archéen et protérozoïque, déformé par les orogénèses éburniennes et panafricaines. Est recouvert par une couverture d'âge paléozoïque, faiblement déformée pendant l'orogénèse hercynienne. La deuxième couverture d'âge mésocénozoïque, peu épaisse et tabulaire, est connue sous le nom des Hamada. Différentes unités sont distinguées au niveau du Sahara marocain. Tout au sud, la dorsale de Guibet, dite aussi bouclier Guibet, est une vaste boutonnière de terrain précambréen affectée par l'orogénèse éburnienne. Composée principalement de roches métamorphiques et de granit archéen et paléoprotérozoïque, cette dorsale forme la bordure nord du craton ouest africain. À l'ouest, la région du Zemmour correspond à la partie nord de la chaîne des Mauritanides. Des unités alloctones de terrain précambréen ont été charriées pendant l'orogénèse hercynienne sur la dorsale Guibet. Et au nord, l'Anti-Atlas, une région montagneuse sous forme d'un vaste anticlinal orienté ouest-sud-ouest, est-nord-est, où le socle précambréen affleure dans de petites boutonnières sous une couverture d'âge néoprotérozoïque terminal et du paléozoïque. L'Anti-Atlas est donc la conséquence d'une orogénèse éburnienne dans un premier temps et panafricaine par la suite. Au-dessus de la dorsale de Guibet, une étendue couverture de désert d'âge néoprotérozoïque à paléozoïque s'était mise en place en discordance sur le socle précambréen du bouclier, connu aujourd'hui sous le nom de bassin de Tindouf. Et comme on a déjà mentionné, les Hamada, localisés à l'est de tous ces terrains,
sont une surface désertique qui constitue une couverture d'âge méso-cénozoïque. Le Maroc se situe entre les continents africain, européen et américain, ce qui lui confère une position charnière au cours de l'histoire géologique. On distingue trois grands domaines structuraux, façonnés par différents cycles orogéniques. Le domaine atlantique et mésotien se situe entre l'accident sud-atlantique et la limite sud du pré-Rif. Le socle paléozoïque constituant les mésétas correspond à des terrains sédimentaires marqués par une intense activité volcanique bimodale oviséenne. L'orogenèse hercynienne a structuré ce socle, tout en favorisant la mise en place d'intrusions des granitoïdes. Ce domaine présente aussi une couverture formée de terrains carbonatés datant du Mésozoïque et Cénozoïque. Structurellement, elle est scindée en deux. Premièrement, une zone de couverture plissée marquée par une tectonique alpine précoce, Haut et Moyen Atlas. Deuxièmement, une zone à couverture tabulaire comprenant le Cosse moyen atlantique ainsi que les hauts plateaux et la région des Horts au Maroc oriental. Le Haut-Atlas présente une barrière topographique ouest-sud-est, est-nord-est, qui sépare le Maroc en deux. Au nord, les plateaux et les bas massifs de la Meseta, et au sud, l'Anti-Atlas et les domaines sahariens. C'est le lieu de naissance des oueds du versant nord et du versant sud. L'altitude la plus élevée dans sa partie centrale et occidentale est Jbel Toubkal, 4167 mètres, que dans sa partie orientale. À partir du Haut-Atlas central, le relief s'abaisse rapidement vers l'océan. Des dépressions en bordure du domaine montagneux, le Haouz au nord, la plaine de Sousse et le sillon sud-atlantique de Ouerzézat Arachidia. Les limites entre la chaîne haute-atlantique et les domaines messétiens et anti-atlantiques sont souvent abruptes et on passe rapidement de ces dépressions marginales de l'Atlas, la haute chaîne, par une étroite bande de collines pré-atlantiques. Le Moyen Atlas est une chaîne d'orientation sud-ouest-nord-est. Le relief y est important avec des altitudes dépassant les 2200 mètres, soit plus élevées encore que la chaîne du Rif. Les séries mésozoïques affleurent bien et sont relativement peu déformées avec moins de 5 km de raccourcissement. Une caractéristique de cette chaîne est la présence d'un abondant volcanisme essentiellement d'âge quaternaire. Dans le domaine mésotien, les affleurements paléozoïques apparaissent dans des massifs surélevés relativement au bassin plus récent. Dans la Méséta occidentale, ce sont le massif hercynien central ou Maroc central, les massifs d'Erhamna, d'Ejbilet et d'Igmessa. Dans la Méséta orientale, ce sont les boutonnières de Midelt, d'Ebdo, Mekkem. La couverture correspond aux plaines et plateaux Chaouia, de Kala, plateau des phosphates et les hauts plateaux. Le Rif est composé de trois domaines principaux, allant de l'intérieur à l'extérieur, de l'arc et du bas au haut de la piste stratigraphique. On a les zones internes, les flyschs maghrébins et les zones externes. Le Rif est une chaîne de montagnes récentes qui est formée au tertiaire. Elle fait partie des chaînes alpines qui résultent de la collision Afrique-Eurasie et plus précisément la chaîne rifotélienne d'Afrique du Nord. Cette chaîne est constituée d'unités alloctones charriées sur la marge de la plaque Afrique. En ce qui concerne la géomorphologie du Rif, le relief est compartimenté à la suite du morcellement d'une structure complexe, de nappes glissées vers le sud. Les effets de la tectonique se prolongent jusqu'à nos jours et l'érosion s'inscrit très vigoureusement sur les versants, en particulier dans les épaisses séries marno-schisteuses. Un véritable festival des différents types d'érosion est présent, avec, dans la partie centrale, le rôle étonnant de la solifluxion qui estompe une bonne partie des héritages géomorphologiques. Le rivage méditerranéen, surtout à l'est, offre de magnifiques coupes où se posent les délicats rapports entre les niveaux marins, les séries de glacis et les terrasses continentales de basse vallée.
Un paysage est un territoire au sein d'un relief, comme perçu par une population donnée. Ce territoire dépend des conditions climatiques, géographiques, dynamiques et morphostructurales du milieu. Il est en perpétuelle évolution, montrant une dynamique essentiellement de forme, ou ce que l'on peut appeler morphodynamique. Elle est aussi influencée par une action anthropique. Cette morphodynamique a des causes d'origine interne et externe. Les causes d'origine interne sont directement liées à la dynamique interne de la Terre. Premièrement, la dérive de l'Afrique, un rifting au niveau de l'Atlantique et un rapprochement au niveau de la Méditerranée. Ensuite, vient la genèse de reliefs primitifs, qui va donner une topographie différenciée selon l'altitude, la pente et la surface. Nous aurons donc des basses, des moyennes et des hautes montagnes, des hauts plateaux et des bas plateaux, des plaines côtières et des plaines internes, et tout ceci selon la proximité de la mer. Alors, une genèse de relief primitif va donner, selon l'âge et l'érosion, des chaînes récentes comme le Haut-Atlas et le Rif, des chaînes anciennes comme l'Anti-Atlas et des massifs anciens comme les Jbilettes. Ces reliefs structuraux sont alors issus de plissements et peuvent donner des reliefs jurassiens, des reliefs subalpins et des reliefs appalachiens. Ils peuvent aussi être issus du jeu de failles qui vont soulever le bloc au milieu et donner un horst. Les reliefs structuraux peuvent aussi avoir une relation avec l'activité volcanique, ce qui donne surtout des cônes volcaniques. Les reliefs qui dérivent directement de l'activité tectonique sont appelés reliefs primitifs et seront modifiés par les conditions externes et donneront des reliefs dérivés. On distingue les reliefs de plissement suite à un régime compressif au sein du relief primitif. On distingue aussi les reliefs dérivés cassants ou encore des reliefs primitifs affectés par un volcanisme récent. On conclut alors que la tectonique est le facteur le plus important, car c'est elle qui détermine le type de chaîne de montagne. Au Maroc, nous pouvons différencier les chaînes de collision, comme le Rif, comme nous pouvons différencier les géosynclinaux intraplaques, comme la chaîne atlasique. À la couche dure recoupée par l'érosion au sommet de l'anticlinal. Il domine la combe par extension. Il correspond à toute barre rocheuse qui se crée dans la série lithologique hétérogène d'un anticlinal. On peut avoir ainsi toute une série de craies emboîtées au sein d'un pli. Au niveau de la terminaison périclinale, il dessine une courbe fermée, caractère qui permet une distinction postérieure au plissement et au soulèvement, ou bicyclique ou polycyclique. La complexité des formes est accentuée par la lithologie et les épaisseurs de formation. Les grandes épaisseurs de roches dures comme les grès ou calcaires donnent des plis ouverts avec des failles. Les roches souples comme les argiles, les schistes ou les flyches donnent des plis serrés en accordéon et sans failles. Un relief de plissement est un relief structural d'amplitude régionale, caractérisé par une structure formée de plis réguliers à flancs inclinés. Les différents types de reliefs de plissement sont régis par l'érosion des structures plissées, et nous avons 7 reliefs. Et nous allons traiter en premier lieu le relief appalachien, comme étant le relief de plissement le plus caractéristique, avec des pendages forts. Les sommets sont allongés
étroits, subparallèles et d'altitude subégale, en raison de leur façonnement dans des roches dures, comme les grès ou les quartzites, séparés par des sillons qui sont des zones en creux, représentant une zone de tremblement par le fond. Le relief nord-pyrénéen est l'un des reliefs de plissement fort, souvent déversés. Les éléments longitudinaux sont séparés par des failles. S'il y a présence d'argile, on a des glissements des couches rigides sous forme d'écailles, barres et crêtes de flanc inverse. Pour la forme monoclinale, les reliefs sont différenciés dans une série, appendages toujours dans le même sens. Ils varient en fonction de la lithologie. Comme exemple, les reliefs à pente douce et versant monotone, réalisés dans les schistes lustrés. En ce qui concerne l'anticlinal, les crêtes montrent deux versants, appendages des couches opposées. Comme exemple, on cite les anticlinaux en Orts, où on a superposition des failles au plissement, ce qui donne un soulèvement des anticlinaux et un affaissement des synclinaux. Le préalpin présente des crêtes calcaires, avec escarpement à regard externe. Les dépressions sont généralement ouvertes sur des anticlinaux et de formes complexes. Le provençal est une forme complexe, engendrée par l'association de plis et de structures cassantes dans des calcaires massifs. Alors que pour le jurassien, ce sont des plissements dans des sédiments différenciés. Exemple, une alternance de calcaire et marne. Il peut y avoir plusieurs combinaisons de formes, telles que un relief conforme à anticlinaux formant des sommets et les synclinaux des vallées, ou bien des chevrons obtenus par érosion sur des dômes anticlinaux séparés par des rues. Cuvettes d'Eyturir sont situées à 55 km au sud-est de Marrakech, dans la partie septentrionale de la zone subatlantique du Haut Atlas de la ville. Limitée au nord par la plaine du Haouz, au sud par la zone axiale du Haut Atlas central et à l'ouest par le couloir thermotriasique d'Argana. Ces cuvettes portent une couverture mésozoïque post-hercynienne glissée en larges synclinaux à fond plat subhorizontal, séparés par des anticlinaux coffrés ou éjectifs et aigus. Les flancs de ces synclinaux sont de pentes fortes à très fortes. Comme structure cassante, on a le recoupement des plis par des failles et aussi des charriages. Il s'agit des terrains allochtones qui ont glissé lors de la phase atlassique principale. Ce glissement a été déclenché par des mouvements de failles inverses. Les cuvettes d'Eyturir présentent donc des crêtes calcaires avec escarpement à regard externe. Les dépressions sont généralement ouvertes sur des anticlinaux et sont de forme complexe. Et elles correspondent au type préalpin. Lorsque les mouvements de l'écorce terrestre sont plus importants que dans le cas de la structure monoclinale,
modifier les dénivelations des failles ou parfois même les faire disparaître. Il ne reste plus parfois que l'emplacement de l'ancien faille, mais avec un relief qui est dû à l'érosion et non plus seulement à la tectonique. Dans ce cas, on parle d'un escarpement de ligne de faille. On parle de vallée de ligne de faille quand le cours d'eau est parallèle à la ligne de faille. Les principales vallées s'installent dans la partie effondrée qui est le graben. C'est le cas le plus net d'adaptation à la structure. Les horsts. Un horst dessine un compartiment soulevé. Ce soulèvement résulte de la combinaison de failles normales conjuguées. Elle est bordée par son contraire géologique. Ne devient seulement visible que lentement après que le volcan se soit éteint et que l'érosion enlève les formations qui couvrent. Ces reliefs ne sont pas associés directement à la croûte terrestre, mais à des phénomènes associés à sa déformation, orogénèse et tectogénèse. Selon leur importance, elles sont divisées en deux formes, les formes majeures et les formes dérivées. Pour les formes majeures, on a 4 reliefs principaux. Les cônes de scorée, les boucliers hawaïennes, les stratovolcans et les cumulovolcans. Pour les cônes de scorée, ce sont des édifices simples de 1 à 2 km de diamètre avec une pente forte pour les formes récentes. Le cratère est détruit sur un côté par écoulement de lave. Les boucliers hawaïennes, qui sont des grands édifices en cône, très aplatis, avec un cratère en caldeira rempli de lave en fusion. Les fissures dans les parois abruptes permettent l'écoulement de lave et son empilement sur le cône. La faible pente et l'homogénéité des écoulements ne permettent pas la réalisation d'une érosion importante. Les cumulovolcans, forme due à des laves acides. Il n'y a pas d'écoulement et les laves s'accumulent sur le cratère d'éruption en masse compacte avec des décalages de refroidissement. Les formes actuelles sont en colonne ou en dôme très développé. Pour les formes dérivées, on a 3 principaux reliefs, le relief d'inversion, le relief de déchaussement et les cuvées de lacustre. Les reliefs d'inversion. Dans cette forme de relief, les laves fluides, en s'écoulant vers les parties basses du relief, protègent les couches en dessous de l'érosion. On a formation des couches basaltiques tabulaires, isolées ou de coulées perchées. Les reliefs de déchaussement. Cette forme est obtenue essentiellement par érosion différentielle des parties superficielles du volcan et dégagement des cheminées et fissures. On obtient ainsi des necks, des aiguilles ou des dikes. Les cuvées de
le massif de Sirois, comme un ancien stratovolcan d'âge Miocène où émergent singulièrement des dikes et des culottes de lave noire. On a aussi Jebel Hibri, qui présente un camp volcanique culminant à 2092 mètres d'altitude dans le moyen Atlas. Le Jebel Saro, caractérisé par un sommet qui culmine de 2712 mètres d'altitude et se situe à moins de 100 km au sud du Haut Atlas central au Maroc, dominant les laves du Draa et du Dadis, partie orientale de l'anti-Atlas. Jebel El Koudiat, comme volcan de type bouclière, situé dans le moyen Atlas au Maroc, à 5 km à l'ouest de la ville d'Ifrane. La notion du paysage désigne une partie du territoire tel que perçu par les populations et dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Partout sur la planète, les paysages peuvent évoluer rapidement. On parle de dynamique des paysages, artificialisation des sols, urbanisation, les pratiques agricoles, la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, les avancées de désert. Alors que la notion de la morphodynamique désigne la construction des reliefs lors des phases orogéniques et l'évolution de leur topographie et des paysages à toutes les échelles de temps. Une échelle instantanée, on parle de crise morphogénétique ou phénomène naturel constituant un alien naturel. Alors, une échelle à long terme et on parle des formations des modelés en fonction des variations du climat et de l'évolution des topographies continentales. L'ensemble de la morphodynamique peut être déterminé par des mécanismes érosion ou dépôt, en étroite relation avec la géomorphologie structurale. Cette morphodynamique comprend les processus hydrodynamiques, mouvements sédimentaires et l'évolution des formes de relief. Et cette notion de morphodynamique se subdivise en deux, une dynamique interne et une autre externe. Et nous allons traiter la dynamique interne, normalement qui concerne les mouvements et les processus qui affectent l'intérieur de la Terre, et il comporte la tectonique des plaques, les volcans, les séismes et la formation des chaînes de montagnes. L'animation suivante explique le processus de la tectonique des plaques qui va donner naissance aux volcans et aux séismes, ainsi que former des chaînes de montagnes. Au niveau des zones de distension de la sténosphère, les mouvements de convection sont l'origine de la montée des magmas qui, et par la présence des fissures, vont atteindre la surface en donnant des éruptions volcaniques. Alors qu'au niveau des compressions, et lorsqu'on a une subduction de la croûte océanique sous une autre croûte continentale, ce phénomène donne naissance au séisme et une montée des magmas ainsi que la formation des montagnes. Alors que la dynamique externe correspond à toutes les interactions complexes entre les différents facteurs déterminant la réalisation des modelés terrestres, tels que le climat, la gravité et les facteurs anthropiques. Un modelé ou un paysage est un aspect donné au relief par l'érosion, la mobilisation des éléments, le transport et l'accumulation.
puis unir les deux rives de l'Oued Mhasser. Elle constitue ainsi une magnifique arche d'une hauteur de 30 mètres. Le site du pont naturel d'Iminifri est classé comme site d'intérêt biologique et écologique et il est le lieu d'une importance biodiversité faunistique et floristique regroupant à peu près de 172 espèces. L'Oued Marbe traverse la plaine de Doukala. Géologiquement, cette zone fait partie du Meseta occidental, avec un climat influencé par l'océan Atlantique grâce aux vents dominants provenant de l'ouest. L'Oued Marbe s'étend depuis le Moyen Atlas, là où il prend sa source à une altitude de 1800 mètres. Jusqu'à se jeter dans l'océan Atlantique, au niveau de la ville d'Azemmour. Dans cette embouchure, les galets sont émoussés, ce qui prouve le long transport qu'ils ont suivi. Le long du rivage se développent des dunes, dites dunes grisâtres, qu'elles sont fixées par la végétation. Plus loin, vers l'est, on rencontre les dunes consolidées, qui forment le Sahel. Cette barrière naturelle du drainage de surface assure par contre un drainage souterrain à l'aide de la porosité et à la fracturation, vu que la zone étudiée a été instable de point de vue tectonique durant le Quaternaire. L'eau a une essence dans les sources d'Omrbe pour traverser 550 km en formant des karstes là où la lithologie des terrains le permet. Omrbe est un méandre caractérisé par des zones de concavité et de convexité, là où la sinuosité est bien prononcée, ainsi que la formation des barres latérales et transversales actuelles et des terrasses conglomératiques et lumineuses anciennes. Ceci est visible à Sidi Saïd Ben Maachou. L'éboulement observé à cette zone est lié à l'érosion des terrains friables situés sous les barres consolidées et à la gravité. L'Oued lui aussi a entraîné la destruction des murs du barrage. Et les talwegs qui l'alimentent ont entraîné la destruction de la route, Omrbe, ou le trésor hydrique. Ouazzat est un affluent atlasique, rive gauche de l'Oued Tinsift. Il forme avec Oued Ourika les deux bras principaux de Oued Hajar, qui passent à côté de Marrakech avant de se jeter dans le bassin de Tinsift, site de reconnaissance de la zone nourricière. La présence de grandes quantités de roches plus anciennes, métamorphiques et magmatiques dans la dépression signifie que la source d'alimentation est la zone axiale. Le cours de Ouazzat a été déterminé soit par des cassures du massif granitique, soit par le contact entre les lacolites de granit d'âge et de résistance différents. Il pénètre dans la zone des hauts plateaux permo-triasiques où sa vallée a souvent plus de 1000 mètres, d'une profondeur qui recoupe tous les plis et cassures et poursuit sa course grossièrement rectiligne jusqu'à ce qu'il débouche dans la zone des cuvettes. Au-delà, il continue toujours tout droit et traverse de part en part la cuvette d'Edendim en son milieu. Au point où les couches sont pluvialement redressées, il traverse de même l'anticlinal qui sépare la cuvette d'Edendim et celle de Tasrimout. À Tel Benin, bien qu'une large dépression soit ouverte vers le nord, dans le prolongement de son cours entre les plateaux de Tasrimout, il oblique vers l'ouest, suit le contact entre les basaltes et le Crétacé,
Cette coupe montre l'évasement de l'Oued. L'élargissement apparent est dû au passage d'une lithologie dure à une autre friable, ce qui donne encore plus de terrain érodé et donc une augmentation de la largeur du lit majeur de la vallée. La vallée de Zat présente une variabilité de forme suivant la nature des terrains traversés. Dans les terrains durs, l'Oued est très étroit, et contrairement pour les terrains friables. Ces changements de direction sont dus à des facteurs soit structuraux ou anthropiques. Cette coupe transversale est réalisée dans la partie aval du torrent. La section de l'Oued est sous forme de V, plus ou moins ouverte. Les pentes sont moyennes, mais vers la partie amont, on constate une augmentation importante des pentes qui deviennent presque verticales dans certains endroits. Le sens de la paléocourant de Oued-Zat peut se faire à travers des figures sédimentaires comme l'imbrication et l'allongement des galets. Pour un cours d'eau fluviatile, les allongements des galets sont perpendiculaires au sens du courant. Les montagnes du Haut-Atlas représentent la source de Oued-Zat. Ce dernier traverse la zone des hauts plateaux et continue à s'écouler jusqu'à ce qu'il débouche dans la zone des cuvettes d'Eyturir. Il s'échappe dans la plaine d'El Haouz et afflue dans l'Oued Tensift. La région d'Eyturir est caractérisée par différents reliefs et modelés. Les hautes montagnes sont les premiers types des reliefs. Le relief du Haut-Atlas se divise en 3 entités différentes d'ouest en est. Le Haut-Atlas occidental, le Haut-Atlas central et le Haut-Atlas oriental. Le deuxième type, c'est les plateaux. Le pays des cuvettes subatlasiques est dominé par des hauts plateaux du Permo-Trias, dont les surfaces sont nues et les puissantes falaises rouges sont l'un des éléments les plus pittoresques. La plaine est le troisième type de relief. On prend la plaine du Haouz, qui est située à l'intérieur du Maroc, entre le Haut-Atlas au sud et le petit massif des Jbilettes au nord. Elle couvre 6000 km². La plaine est formée d'alluvions quaternaires, accidentées de quelques pointements de roches anciennes, drainés par l'Oued Tensift et ses affluents, venus du Haut-Atlas, marqués fortement par l'aridité. Elle offre à l'état naturel l'aspect d'une maigre steppe. On passe au modelé qui caractérise la zone. Les formes de dépôts fluviatiles. Ce sont des écoulements fluviatiles qui dépendent généralement de l'agent de transport et peuvent déposer dans le cas de diminution d'énergie ou de diminution de débit de la rivière. Les formes d'accumulation dépendent des caractères du réseau fluviatile ainsi que les anomalies de drainage. Pour notre cas, on distingue. On passe au modelé qui caractérise la zone. Les formes de dépôts fluviatiles. Ce sont des écoulements fluviatiles qui dépendent généralement de l'agent de transport et peuvent déposer dans le cas de diminution d'énergie ou de diminution de débit de la rivière. Les formes d'accumulation dépendent des caractères du réseau fluviatile ainsi que les anomalies de drainage. Pour notre cas, on distingue les barres longitudinales et transversales, les barres de méandre, les terrasses fluviatiles, la plaine d'inondation, qui est une plaine alluviale et une vaste étendue de terrain sablonneux, graveleux et argileux qui recouvre le fond d'une vallée. La plaine d'inondation se forme lorsqu'un cours d'eau sillonnant une vallée sort de son lit mineur et se répand sur son lit majeur. Il entre alors en crue et recouvre de limons, de débordements la plaine alluviale. En se retirant, le cours d'eau dépose des sédiments qui enrichissent le sol de la plaine qui est généralement très fertile. Pour l'hiérarchisation du réseau d'Oued-Zat, on distingue 3 secteurs identifiés. Du sud-est vers le nord-ouest avec une dénivellation de 100 mètres pour un cours de 7 km. De l'est vers l'ouest avec une dénivellation de 60 mètres pour 5 km. Du sud-est vers le nord-ouest avec une dénivellation de 150 mètres
pour 12 km de long. Dans ce documentaire, on va déterminer les caractéristiques morphodynamiques de la vallée d'Unfis, une morphodynamique qui comprend l'ensemble des processus hydrodynamiques, mouvements sédimentaires et l'évolution des formes de relief. Cette évolution qui a conduit à voir des phénomènes naturels avec l'intervention d'autres facteurs qui vont tous se réunir pour donner naissance à d'importants risques naturels. La vallée d'Unfis se situe à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Elle est localisée au flanc nord du massif central, à l'ouest de Toubkal, entre 30,5 et 31,2 nord, et entre 7,55 et 8,4 ouest. Notre étude va couvrir précisément la région entre l'Oudeya au nord et celle du Joukak au sud. De point de vue géologique, une grande partie de la vallée d'Unfis est une zone montagneuse, constituée essentiellement de schistes et de calcaire d'âge primaire. Cette partie est parsemée par des petites formations permo-triasiques, caractérisées par la dominance des grès et d'argile. Au sud-est, comme au sud-ouest de la vallée, on remarque l'abondance des grands massifs granitiques, tandis qu'au nord de ce secteur, on note l'existence des formations de plaine d'âge tertiaire et quaternaire, et sans inclus les formations secondaires marno-calcaires, localisées en partie importante au nord de la vallée. Hydrologiquement, l'Oued Nfis draine un sous-bassin principal, l'Oued Tensift, qui coïncide pratiquement avec la limite aval des zones de ruissellement actives. Le réseau hydrographique de l'Oued Nfis mesure au total 3322 km. Son cours principal mesure 152 km jusqu'à la confluence avec l'Oued Tensift. Les principaux affluents de l'Oued Nfis sont l'Oued Amzmes et Sifugdent. Pour les cadres climatiques et par sa position géographique, la vallée d'Unfis se trouve dans l'ère subtropicale, couverte souvent par l'anticyclone des Açores, alors que sud-est se trouve l'anticyclone saharien. L'irrégularité spatio-temporelle des éléments du climat de cette région s'explique par la position géographique ainsi que par un relief montagneux. Pour la position géographique, on cite premièrement les précipitations nivales qui sont exceptionnelles sur le Piémont. Deuxièmement, les précipitations tant nivales que pluviales connaissent une grande variabilité interannuelle. Troisièmement, les températures sont plus fraîches, plus en amont qu'en aval. Pour le couvert végétal de la vallée d'Unfis, il est constitué, premièrement, par des espaces steppiques et herbacés, s'adaptant à la chaleur du Piémont, tels que les jugibiers ou bien les doumes. Deuxièmement, des espaces steppiques et herbacés, s'adaptant au froid des hautes altitudes, tels que les buplèvres épineux. Troisièmement, des vergers et des noyers qui se trouvent le long de la vallée en colonisant les terrasses alluviales. Après l'analyse des différentes caractéristiques géologiques, climatiques et géomorphologiques, on constate que la région est fortement exposée aux différents agents de la morphodynamique qui sont déterminés par des mécanismes, érosion ou dépôt. En amont vers l'aval, entre Imgdel et Ijoukek, où les roches formant les versants montrent une fragilité due à la fracturation avec une pente très importante, ce qui donne naissance au torrent et par conséquence la réalisation des modelés de dépôt, sous forme de camps de déjection et des glacis de bas de pente. Dans le territoire occupé par la vallée d'Unfis, plusieurs zones sont menacées par l'érosion. En effet,
Dans la région Tresny-Wirgen, les terrains sont principalement des siltes argileux qui sont vulnérables une fois que les précipitations importantes ont lieu, ce qui montre la formation des chenaux et des ravins qui illustrent l'effet de l'érosion sur ces terrains. On rappelle que la partie aval de la vallée est totalement modifiée. Le profil géomorphologique et le bilan sédimentaire sont déséquilibrés et influencés par l'hydrodynamisme des barrages construits dans le Oued-Nefis. Tout simplement, la vallée d'Enfis présente une variabilité de forme suivant la nature des terrains traversés. Dans les terrains durs, l'oued est étroit et le contraire dans les terrains friables. On rencontre également des changements de direction du chenal principal dus à des facteurs, soit structuraux, des failles ou des plis, soit anthropiques, agriculture ou bien des obstacles. La vallée d'Enfis, suite à sa situation dans des zones montagneuses et en relation avec l'évolution du relief terrestre, la zone de notre étude est soumise à des aléas de différents types, dont les plus importants sont les inondations, les écoulements torrentiels et les glissements de terrain. Il est rare d'avoir des inondations dans la région traversée par l'Oued-Nefis. La probabilité de l'occurrence de cet aléa est dans une période de 100 ans. Comme exemple, les zones du village de Telentiarpoup, qui sont exposées aux inondations lors des crues centennales, ainsi que dans la région de Wirgen. La route régionale des terrains agricoles ont été endommagés par la crue et les débris provenant des affluents. En ce qui concerne les écoulements torrentiels, ce type d'aléa peut avoir lieu soit à des précipitations importantes dans une période de temps sur une zone dont la pente des terrains et la lithologie favorisent une forte érosion et par conséquence, l'eau va transporter une grande quantité du matériel solide. Au niveau de la vallée d'Enfis, les glissements de terre sont fréquentés dans sa partie aval, Merira, et engendrent des dégâts très néfastes à cause des puissances importantes, des formations fragiles qui sont renforcées par des facteurs variés et parce que cette vallée connaît une activité humaine intense. Tourisme et agriculture, des plans de prévision et de prévention doivent être mis en évidence. Pour la gestion des risques naturels dans la vallée d'Enfis, beaucoup d'études ont été effectuées au domaine géorisque à propos de cette vallée et des divers collaborateurs ont participé au traitement de ce sujet, voire des facultés, des organisations, des associations et des agences semi-publiques, ce qui va nous permettre de donner une synthèse globale du plan de prévision et de prévention aux risques d'inondation et ses risques associés au niveau de la vallée d'Enfis. Dans la vallée d'Enfis, les aléas naturels comme les inondations et les risques associés sont moins menaçants la population, ce qui explique le déficit des plans des prévisions et les sources d'information et de provisionnement qui restent très peu. On peut les déterminer comme suit. Premièrement, des stations d'observation et de prévision, installées dans plusieurs points sur le bassin. Aussi, des données météorologiques et hydrologiques arrivant du barrage. Deuxièmement, une cartographie des zones à risque d'inondation par les organismes gouvernementaux à l'aide des bureaux d'études. Généralement, on remarque une absence d'un système de prévision dans la région de la vallée d'Enfis. Dans le cas de la vallée d'Enfis, après une pauvreté et un manque de prévision, il est trop normal de trouver un plan de prévention aussi qui est très limité. On peut juste noter quelques démarches qui peuvent améliorer un plan de prévention dans cette région. Et on va commencer tout d'abord par la réalisation d'un programme de sensibilisation de la population et aussi lancer des recherches scientifiques et techniques en géorisque dans cette zone. Aussi, il faut réaliser une planification en cas d'urgence. Et pour diminuer le degré de danger de risque et aussi contrôler les agents qui provoquent ces risques, des ouvrages ont été réalisés, tels que des ouvrages de drainage routier, l'installation des 2 barrages sur l'Oued-Nefis, la favorisation des aménagements de territoire avec le contexte géorisque de la région, par l'utilisation des matériaux plus durs
ce qui augmente la durée de vie des ouvrages d'art. Aussi, la réalisation des ouvrages d'art et des murs pour protéger la route contre les inondations et l'érosion. Et enfin, la réalisation des digues par des gabions. Cadre géographique. La ville d'Essaouira fait partie de la région de Marrakech-Tansit El Haouz, à une distance de 174 km à l'ouest de Marrakech sur le littoral atlantique. Localisée dans une baie de 5 km de latitude 31 degrés 30 minutes 44 secondes nord et longitude 9 degrés 46 minutes 11 secondes ouest, l'altitude par rapport au niveau de la mer est de 7 mètres. Son littoral nord est de forme rectiligne formant un cap. Au sud, une incurvation de traits de côte forme la baie. Sur le plan géologique, le secteur ouest de la région d'Essaouira est dominé par d'imposantes formations dunaires récentes ainsi que d'autres plus anciennes constituées de biocalcarénites dunaires consolidées. Le Mésozoïque montre des formations calcaires et marno-calcaires du Cénomanien et du Turonien, affleurant sur une grande partie de la partie centrale du bassin. Sur les bordures nord et sud, affleure le Crétacé inférieur avec des marnes, le Jurassique avec des calcaires et le Permo-Trias avec des formations rouges. Cette stratigraphie, plus la structuration de la zone, engendre une géomorphologie diversifiée montrant des dépressions, des plateaux, des reliefs en cuesta et des vallées encaissées. La géomorphologie de la région. Les formations dunaires, essentiellement d'âge plio-pléistocène, montrent des formations d'origine marine et d'autres sont continentales. Elles correspondent à des phases multiples de transgression et régression, formant des terrasses étagées dont les falaises, mortes, sont parallèles au rivage actuel. Les systèmes dunaires, les dunes de l'Holocène inférieur et les dunes historiques sont des accumulations sableuses sans végétation, mêlées à de nombreux hélicidés et à beaucoup de fragments de silex, parfois taillés en pointe mogadorienne d'âge néolithique. Les barkhanes et les napras actuels sont des sables biodétritiques contenant des fragments de thé de mollusques marins et sont colonisés à l'est d'Essaouira et au nord par la végétation. La plage est l'embouchure fluviatile. La plage d'Essaouira est délimitée au nord par le cap de Mogador, constitué de formations dures et résistantes sur lesquelles sont bâties la ville. Ce cap joue un rôle très important dans la formation de la baie d'Essaouira. À l'ouest de la plage, on a une petite île qui s'appelle l'île de Mogador et qui a aussi un rôle important dans la dynamique environnementale locale de la baie. Au sud de la baie se situe l'Oued Ksob, qui alimente la baie par la charge solide qui provient du continent. La morphodynamique sur un littoral se trouve sous l'influence d'une part de paramètres continentaux, comme la morphologie du littoral et les embouchures fluviatiles, et d'autre part, sous les influences des caractéristiques de l'hydrodynamisme marin et celle du vent. La morphologie générale montre celle d'une baie, qui favorise une dispersion de l'énergie et donc une taille fine à moyenne pour les sables. Essaouira est une ville portuaire située au nord-ouest de l'Atlas Atlantique. Elle se situe à 173 km au nord d'Agadir, à 174 km à l'ouest de Marrakech et à 406 km au sud-ouest de Casablanca. Essaouira se trouve dans une baie de 5 km.
À l'ouest, son relief se compose d'une série de plateaux étagés où il faut s'enfoncer à 25 km pour pouvoir atteindre les 300 mètres de profondeur. Tandis qu'on trouve un géosystème dunaire qui ceinture la ville sur sa périphérie orientale, ne dépassant pas les 45 mètres d'altitude. Il est composé de dunes boisées en partie stabilisées et séparées par des étendues d'eau saumâtre dans les dépressions les plus proches du trait de côte. Le climat de la ville d'Essaouira est de type méditerranéen semi-aride, CSB selon la classification de Köppen. Contrairement aux autres villes côtières du Maroc, Essaouira profite d'un climat doux tout au long de l'année, en raison du courant froid venant des îles Canaries et du vent des alizés. Ce vent d'est provoque une dynamique éolienne qui constitue une agression météorique très incisive au niveau de la ville, et ce de façon intense entre les mois de mars et octobre. Ceci conduit à des arrachements de particules et leur transport, conduisant à la formation de dunes de sable et de zones interdunaires, ou ce qu'on peut appeler des cuvettes, qui ne se comblent pas et qui sont soumises à la corrosion. Comme résultat, nous avons des cuvettes de déflation et une mise à nu de souches et racines d'arbres, qui participent, en plus du facteur anthropique, à la dégradation des sols et à l'amplification du phénomène d'érosion. Le déplacement des sables ne se limite pas seulement à la côte ou à la zone dunaire, mais il perturbe l'activité anthropique au centre de la ville. Les sables se déposent dès qu'ils trouvent un obstacle et peuvent par exemple gêner la circulation, endommager les unités fonctionnelles des usines ou même encore gêner le confort des habitants en entrant sous forme de poussière et salir les maisons. C'est pourquoi les services concernés ont mis en œuvre des digues par exemple sur la côte, mais qui n'ont pas fait long feu et ont été vite remplies, et aujourd'hui même dépassées, ce qui ne résout en rien le problème. Ce qui laisse dire que la cause directe de la forte dynamique éolienne, et à laquelle peut facilement s'ajouter la dynamique érosive hydrique, est directement liée à l'absence d'une végétation suffisamment dense et épaisse, capable d'empêcher à la fois l'érosion et les accumulations dunaires.